Paul Ruot quitte le domicile familial en mars 1943 pour rejoindre les chantiers de jeunesse. Il se sait menacé par le service du travail obligatoire et doit en cas de problème se réfugier chez sa tante, en Isère, à Mans, près de Namur. Après la libération, ses parents le recherchent. Sa mère et sa sœur se rendent à la gare, à Mans, persuadées qu'il s'y cache. Mais elles ne le trouveront pas. Donné porté disparu en 1944, Paul sera déclaré mort par jugement en 1959. Mais où est-il tombé et où repose-t-il vraiment? 81 ans plus tard, avec sa famille, nous tentons de reconstituer son dernier parcours. Nous sommes donc en mars 1943 et Paul vient d'avoir 20 ans. Ses parents et sa sœur Paulette l'accompagnent à la gare du Grand-Lens. Il part pour le groupement numéro 43 des chantiers de jeunesse, surnommé Sidi Ibrahim, à Artmar, dans l'Ain. Depuis juillet 1940, ce service est obligatoire pour tous les jeunes hommes de 20 ans, et à partir de 1941, la durée est allongée à 8 mois de formation, en théorie à l'écart de la guerre. Mais début 43, la situation change. Le STO vient d'être instauré. Les jeunes nés en 1921 et 1922 sont déjà réquisitionnés pour partir travailler en Allemagne. Officiellement, l'entrée au chantier de jeunesse protège encore leurs membres. Mais les Allemands commencent déjà à réclamer de nouveaux contingents. Et bientôt, les chantiers deviennent un véritable vivier pour le STO. Dès ce moment, la perspective d'être envoyé en Allemagne fait basculer les esprits et les désertions se multiplient. 3 mois après, Paul a déjà quitté les chantiers d'Artmar. Ses parents lui ont indiqué qu'en cas de problème, il devait se réfugier chez sa tante, à Mans, dans le Trièves, non loin de la ville de Namur, en Isère. C'est d'ailleurs là qu'ils iront le chercher après la guerre, persuadés qu'il s'y est caché. Tout laisse donc penser qu'il a déserté les chantiers de jeunesse pour échapper au STO, et qu'il a tenté de rejoindre Mans. Mais sa tante confirmera plus tard qu'il n'est jamais arrivé chez elle. Très probablement, Paul entre en contact avec une filière du maquis, soit pendant sa fuite, soit dès son passage au chantier. D'ailleurs, plusieurs maquisards de son futur groupe rejoindront eux aussi le maquis et seront originaires de Mans et des villages alentours. Le 16 juin 1943, Paul apparaît dans les registres du maquis du Vercors. Il rejoint le groupe Roudet, basé à La Chapelle-en-Vercors, qui est très actif en Isère. Difficile à diriger, aux méthodes discutées, le groupe attire avant tout par son action constante sur le terrain. Dès lors, son parcours se confond avec celui du camp numéro 13. Début janvier 1944, on le retrouve à Rousset lors de l'attaque contre la patrouille des feldgendarmes, puis lors de la défense des baraques, le 22 janvier. À la veille de la mobilisation générale du Vercors le 9 juin 1944, Paul fait partie de ceux qu'on appelle déjà les anciens maquisards. Fin juin 1944, avec l'afflux de volontaires, les forces du Vercors se réorganisent. Les unités traditionnelles de l'armée française sont reconstituées. Le C-13 où Paul sert est intégré à l'organisation du 11e régiment de cuirassiers, commandé par le capitaine Pierre Hasbrouck alias Hardy. Paul rejoint alors la section Philippe, surnommée les Tcherkesses, une réserve mobile formée d'hommes venus principalement du camp 13. Le Vercors est verrouillé et attend la confrontation avec les Allemands. La mission de la section Philippe, se déplacer rapidement pour renforcer les points attaqués et protéger les zones sensibles, une réserve. Le 20 juillet 1944, le Vercors subit depuis 15 jours les bombardements et les attaques aériennes allemandes. Pour échapper à la chasse, le lieutenant Philippe décide de faire marcher son groupe de nuit. Une trentaine d'hommes, dont Paul, quittent la Britière dans la vallée de la Vernaison pour rejoindre Vassieux. Ils passent par le pas du Pré et atteignent le hameau de la Mure dans la nuit du 20 au 21 juillet. Fatigués, ils trouvent refuge dans la grange d'Aimé Algou, un habitant habitué à prêter son bâtiment aux maquisards de passage. Comme je le disais, depuis 15 jours, Vassieux est bombardé et le village est presque totalement détruit. Les rares maquisards présents durant cette période logent dans les hameaux. La population, elle, se réfugie dans les bois ou dans les quelques bâtiments à l'écart. Aimé Algou, habitant du hameau de la Mure à Vassieux, prête souvent sa grange, comme ici, à l'été 1941, lorsqu'un groupe de scouts vient aider à faire les foins à Vassieux. À noter que 3 ans plus tard, les hommes de la section Philippe, dont Paul, dormiront dans ces mêmes lieux, au sous-sol, dans les mêmes conditions et probablement dans la paille que l'on aperçoit sur ces images. Cette nuit du 20 au 21 juillet, le lieutenant Philippe fait donc coucher ses hommes dans la paille. 2 sentinelles veillent, Ahmed Ouadoudi et Harold Anderson. Mais au même moment, l'opération allemande est déjà en marche.
Au Chapotier, à 4 km de là, une section du même escadron composée des anciens membres du camp 12, dont le chef d'escadron, le capitaine Pierre Hasbrouck alias Hardy, est depuis quelque temps chargé de superviser et de protéger le terrain d'aviation de Vassieux en construction. Avec la section Philippe arrivée dans la nuit, ce sont pratiquement les seules forces maquisardes autour de Vassieux cette nuit-là. À l'aube, depuis les Chapotiers, Marcel Juban, secrétaire du capitaine Hardy, et Philippe Donat partent vers la section Philippe pour la liaison et sans doute transmettre des consignes. Mais à peine après avoir pris contact avec les sentinelles de la section Philippe, les planeurs apparaissent dans le ciel. L'opération est conduite en 2 phases successives. Les premiers appareils se chargent des hameaux au nord du village. Ils atterrissent autour du château, de Jossot et du hameau de la Mure. Leur mission, couper la route de La Chapelle, nettoyer les hameaux et former des points d'appui. Quelques minutes plus tard, d'autres planeurs se posent au sud de Vassieux et sont chargés de nettoyer le village. À la Mure, 2 planeurs se posent silencieusement dans les champs à l'est du hameau et un autre sur la route au nord. Les Allemands progressent rapidement et repèrent les 2 sentinelles, Ahmed Wadoudi et Harold Anderson. Les sentinelles se défendent, mais ils révèlent aussi malgré eux la position. Le feu allemand se concentre alors sur le bâtiment. Tir nourri à très courte distance depuis un jardinet à environ 25 mètres de la grange. Les vestiges retrouvés sur le terrain confirment un assaut rapide, précis et mené de très près. Dans ce jardinet rapidement occupé par les Allemands, on retrouvera plusieurs douilles de Lush Pistol Z, un lance-fusée à canon rayé utilisé comme lance-grenade. On trouvera aussi des étuis de 7,92 par 33 utilisés dans la très célèbre MP44, appelée aussi Sturmgewehr 44. Les étuis retrouvés sur place confirment l'emplacement et les tirs en direction de la façade est du bâtiment. D'autres fragments retrouvés sur le site correspondent à une charge explosive allemande de 3 kg, suggérant qu'un explosif a été utilisé pour fracturer ou déstabiliser le bâtiment, comme le mentionne d'ailleurs un témoignage allemand. Au nord-ouest, à l'opposé derrière un muret, des étuis vides de calibre 30-06 pour fusil américain marquent probablement la position d'un tireur isolé qui a essayé de résister avant d'être débordé. Le témoignage de Rehatz, un chef de groupe parmi les parachutistes allemands chargé de prendre la Mure, est intéressant. Son témoignage oral fut recueilli et résumé par Jean Volker Schlunk, un franco-allemand qui a rencontré après-guerre plusieurs paras et pilotes engagés à Vassieux. Son groupe aurait, en fonçant, débouché dans une cour de ferme devant un grand bâtiment, un genre de grange. C'est alors qu'averti par un de ses hommes, Rehatz aurait aperçu le canon d'une mitrailleuse qui sortait d'un trou pratiqué dans le mur. Il doit y avoir des gens là-dedans. Ainsi va la guerre. Alors, sous le feu de protection d'un de ses camarades, Rehatz aurait alors aussitôt bondi au pied de l'édifice, puis introduit une charge de dynamite concentrée dans l'orifice duquel dépassait le bout de l'arme. Cependant, pourvu de trop nombreuses ouvertures, atténuant l'onde de choc, l'immeuble ne se serait pas écroulé comme il l'avait escompté, mais aurait fait un petit bond pour retomber sur ses fondations. À ce moment-là, un certain nombre de maquisards se seraient enfuis, leurs pistolets mitrailleurs au poing, puis aussitôt pris en chasse par les paras. Et c'est là qu'il avait été blessé, par 3 balles, l'une d'elles frôlant sa colonne vertébrale. Il s'en serait fallu d'un cheveu pour que je me retrouve dans une chaise roulante, confia-t-il les larmes aux yeux à Jean Volker Schlunk. Évacué le lendemain sur Lyon, c'est beaucoup plus tard que Rehatz apprit le résultat de son intervention efficace. Ce témoignage est sans doute romancé, mais il indique clairement que les Allemands ont d'abord essuyé des tirs, puis ont pris le bâtiment d'assaut. Il est peu crédible qu'un trou ait été creusé dans la façade pour y placer une mitrailleuse. Les maquisards étaient arrivés quelques heures plus tôt et ignoraient l'attaque à venir, et même la direction d'où elle surviendrait. Le scénario suivant paraît lui cohérent au vu des indices recueillis. Les sentinelles ouvrent le feu, les Allemands ripostent, s'approchent du bâtiment, posent une charge, l'explosion force les maquisards pris au piège à s'enfuir, où ils sont fauchés dans leur retraite. Au même moment, les combats s'étendent à Vassieux, et sur tout le plateau. En quelques minutes, le hameau de la Mure est anéanti. Ce n'est qu'après le départ partiel des Allemands, plusieurs semaines plus tard, que les premières équipes de secours atteindront la Mure. Ce qu'elles vont y découvrir dépasse l'imaginable. L'équipe de volontaires de la Croix-Rouge menée par Jean Veillère depuis Die retrouve des cadavres un peu partout. Dans un premier temps, elle mène des reconnaissances, et M. Chazot prend quelques photos sur le vif. L'équipe est submergée. De nombreux corps gisent dans les hameaux et au village. Un groupe de volontaires du Royan arrive pour aider aux inhumations. Ils sont envoyés à la Mure sous la supervision de Jean Veillère, qui se concentre sur Vassieux même.
Les secouristes découvrent alors la grange, qui n'est plus qu'une carcasse noircie. Autour et à l'intérieur, ils relèvent des corps. À proximité immédiate du bâtiment, les sentinelles Ahmed Wadoudi et Harold Anderson sont retrouvés avec quelques étuis vides. Dedans et autour du bâtiment, en direction du champ à l'ouest, plusieurs corps éparpillés. Sur la façade ouest du bâtiment, dans le petit réduit du four à pain, 4 corps carbonisés sont retrouvés, celui de Roger Darié, Aimé Prost-Roman, Georges Cassou et Gilbert Barnier. Non loin du réduit du four, le corps de Philippe Donat du C12 est retrouvé lui aussi carbonisé. Son pistolet automatique modèle 1911, exposé aujourd'hui au musée de Vassieux, a été découvert sur lui, témoignant de l'état dans lequel il a été identifié. D'autres corps gisent dans le champ en contrebas, le long des axes de fuite. Plus à l'est, en direction du hameau, les corps de Charles Fournet et Ange Ritchie, qui ont été capturés vivants, soumis au supplice et pendus, deviennent les tristement célèbres pendus de la Mure. Une première fosse d'urgence est creusée en bordure nord du champ, au plus près. On la voit ici sur cette photo aérienne et sur cette photo prise par un résistant ayant combattu sur place lors d'une contre-attaque échouée. Parmi les traces les plus parlantes, cette plaque de tombe provisoire d'Harold Anderson, retrouvée sur le site même, mise en perspective avec les fiches d'inhumation, les numéros correspondent. Elle atteste de la première phase d'inhumation avant les regroupements ultérieurs. À mesure de l'arrivée des services compétents et des familles, on exhume les corps et l'on affine les identifications. Peu à peu, ils sont réinhumés et regroupés plus près de la route, comme on le voit sur ces photos. Sur ces images, on dénombre 27 corps sur les 29 relevés autour de la grange, car les corps de Philippe Donat et de Marcel Juban du C12, bien tués sur place, ont été regroupés avec ceux de leurs camarades tués à Vassieux, et inhumés provisoirement au cimetière de la Pouillette. D'ailleurs, les civils tués à la Mure sont eux aussi enterrés provisoirement à Vassieux. Durant cette phase, une partie des dépouilles est plus ou moins identifiée. Certaines identifications se poursuivront encore en 1947, 1948, et les maquisards auxquels elles appartiennent seront notés portés disparus. Les familles appelées sur place ne parviennent pas à reconnaître les leurs. 3 semaines d'intempéries et la faune ont gravement altéré les corps. Le travail est difficile. La multiplicité des équipes et des intervenants complique la tâche. Les registres du maquis sont peu clairs et la période clandestine a rendu ses écrits approximatifs. S'y ajoute que la section a été entièrement décimée et que les maquisards ne se connaissaient pas tous très bien et venaient parfois d'horizons différents. Autant de facteurs qui complexifient encore l'identification. Au final, 2 dépouilles restent inconnues. Au vu des registres, Paul appartient bien à la section Philippe entièrement décimée. L'attestation de Chavant en témoigne. Et Maurice Blécher, qui a accès au registre des pionniers du Vercors, me le confirme ici. Aucun survivant n'a pu confirmer les faits. Ils ont été tués ensemble. Les conditions d'inhumation, l'état des corps et les registres approximatifs ont rendu ces identifications extrêmement difficiles. Paul est porté disparu et, quelque part, il l'est toujours. Prévenu seulement en juin 1959 de son engagement dans le Vercors, sa famille n'a pas pu faire les démarches entre 1944 et 1948 alors qu'elles étaient encore en cours. La fenêtre s'est ensuite refermée avec la création de la nécropole nationale. Dès lors, l'hypothèse la plus probable est qu'il figure parmi les 2 inconnus relevés à la Mure, puis parmi les 49 tombes marquées inconnues à la nécropole nationale de Vassieux. En novembre 1964, un jugement déclare Paul mort pour la France, sans lieu de sépulture. Son nom figure seulement sur le monument aux morts du Grand Lens, à la demande de sa famille. Pour les proches de Paul, l'absence d'indices nourrit toutes les projections, elle se mue en tabou et en blessure jamais refermée. On ignore que Paul est mort à Vassieux, auprès de ses camarades. Aujourd'hui, après une rencontre inattendue et des mois d'enquête, nous pouvons tenter de reconstituer avec mesure ce qui est arrivé à Paul et à la section Philippe. 81 ans après les faits, nous retournons sur les lieux pour leur rendre hommage. Jackie, le neveu de Paul, était avec nous sur place. Paulette, la sœur de Paul, a découvert, à travers les photos, l'endroit où Paul a probablement trouvé la mort. Après tant d'années, cette visite n'efface pas l'absence, mais elle replace Paul dans son histoire et rend aux disparus comme à la famille un lieu de recueillement.
Avec l'autorisation du propriétaire, nous avons pu nous rendre sur les lieux et faire une petite cérémonie, en l'honneur de Paul et ses camarades. Aujourd'hui, les hommes tombés pendant cette période reposent ici, à la nécropole nationale de Vassieux. Certains portent encore la mention inconnue. Pour Paul, pour sa famille et pour tous ceux que le Vercors n'a jamais rendus.